Alors, vous avez vu, plein de mains se sont levées. C'est une catastrophe. On va devoir sauter le repas. Monsieur, n'hésitez pas à vous présenter. Alors, des réponses courtes, hein, bien sûr. Merci. Donc, je me présente, Martin Métayer. Je suis chargé de projet à la Confédération paysanne de Champagne-Ardenne. Ce matin, il a été beaucoup question de formation pour les agriculteurs et en particulier de formation commerciale. Mais les circuits courts, c'est aussi donner des produits sains et de qualité aux consommateurs. Et il y a une problématique que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est celle de l'hygiène et éventuellement avoir quelques-unes de vos réactions des intervenants de la table ronde, c'est-à-dire l'hygiène aujourd'hui pose problème au développement des circuits courts sur des normes qui sont plus ou moins adaptées, qu'il y a besoin d'adapter, mais aussi parce que ça tue parfois des initiatives de circuits courts dans l'œuf. Et donc voilà, j'aimerais avoir vos réactions et vos éventuelles connaissances de vos éventuels travaux sur ces questions-là. Merci. Ça peut être une question pour Karine Bollet, très courte, hein, malheureusement. Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi, l'important, c'est que la question des circuits courts rentre dans le droit commun. Les collègues qui vont négocier ou discuter avec la Commission, il faut qu'ils aient en tête les problématiques spécifiques des circuits courts pour bien les discuter avec la Commission, entre autres, et pour essayer de voir quelles sont les marges de manœuvre, quelles sont celles qu'on pourrait peut-être ouvrir sans remettre en cause la santé et la sécurité alimentaire. Donc c'est là où c'est vraiment sur ce point-là, et nos collègues de la DGL essayent, dans les règlements actuels, mais vous savez qu'au niveau communautaire, il y a des choses qui se négocient en permanence, des propositions législatives, des propositions de directives et de règlements qui se négocient en permanence. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important que l'ensemble du droit commun ait ça en tête, pour pas que, par méconnaissance, en fait, nos collègues de la DGL, le jour où ils négocient avec la DG, ça va être la DG Sanco, j'imagine, ne négocient que le modèle qui jusqu'alors a été prénominant. Donc, c'est, à mon sens, c'est tout à fait pris en compte, sans doute pas assez dans votre ressenti, sans doute pas assez vite, mais nous sommes 27. C'est bon. Réponse. Question. Dominique Chapollard, je suis agriculteur dans le sud-ouest et nous sommes 6 en GAEC sur 50 hectares et nous faisons que du circuit court. 4 marchés par semaine et avec une production de porc. Alors, je voulais remercier monsieur qui intervient sur les GAEC parce que je pense que c'est un système qui permet à des jeunes d'entrer sur une structure qui existe et qui lui permet de pouvoir valoriser sa potentialité, son travail. Je voudrais aussi dire que souvent dans les circuits courts, on trouve des exploitations qui ont aussi une production de masse. C'est-à-dire que je ne voudrais pas opposer la production de masse et les circuits courts parce que je pense que c'est de la complémentarité. Et le troisième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est nous avons travaillé énormément dans le cadre du réseau rural sur les abattoirs de proximité. On a fait un énorme boulot pendant 3 années et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu orphelin du travail qui a été fait. Moi, j'aimerais que le ministère aujourd'hui se positionne sur ces petits abattoirs qui, s'ils n'existent plus, demain, il n'y aura plus de circuit court sur la production de viande. Et si un abattoir ferme aujourd'hui, demain, il ne rouvrira pas parce que la collectivité locale ne veut pas et pose trop de problèmes. Il faut faire quelque chose. Alors, madame, je vous mets entre les mains ce problème des abattoirs de proximité. Il faut que vous preniez une position et rapidement. Nous sommes en crise au niveau de la production vache laitière, production viande. Et la crise se fait de plus en plus importante. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'arrête ma production de viande et je fais de la céréale parce que le marché n'est plus porteur. Donc il faut faire quelque chose. Et c'est très, très urgent. À défaut de répondre de manière... Comment vous pouvez vous saisir de cette interrogation, Karine Bollet, pour la relayer? Comment ça fonctionne dans la... Voilà, pour le coup, les abattoirs sont carrément pas dans ma sous-direction. Voilà. Ça c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais ne pensez pas que ce sujet est extérieur au scope du ministère de l'Agriculture, fût-il en centrale et à l'intérieur du boulevard périphérique.
Nous avons des relais sur le territoire. Vous êtes en contact, j'imagine, avec les directions départementales des territoires, avec les DRAF, et qui nous font très largement remonter ce type de préoccupation. Je crois que là, je ne m'avancerai pas plus, mais on a des problèmes de mauvaise conjonction de calendrier. On a eu un modèle agricole qui s'est développé avec un type d'abattage d'animaux, avec un type de circuit de commercialisation qui a conduit à un certain nombre de conséquences. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, d'autres types viennent cohabiter avec ce type dominant. Et donc il faut, non pas qu'on renverse la vapeur, parce que ça n'a pas d'intérêt de faire des allées et venues, mais qu'on intègre, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on intègre cette spécificité, mais qui en est moins une, ce modèle parmi d'autres dans nos préoccupations quotidiennes. Mais franchement, enfin, c'est dans la tête de mes collègues de la DGAL et de mes collègues sur les territoires. Complément. Les petits abattoirs, si vous allégez les charges, si vous allégez le travail et le suivi, je pense que ces petits abattoirs pourront continuer à vivre. Parce qu'il y a des associations qui se font entre les bouchers, entre les producteurs et les éleveurs. Moi, je pense qu'il y a des choses très très intéressantes, mais il ne faut pas les tuer. Sinon, il n'y aura plus de réseau et on va mourir. Très bien. Très bien. Et la question du journaliste, j'ai quand même une question de journaliste, c'est comment ça se passe, comment vous relayez, vous, ce type de revendication, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous vous organisez, etc. Ils viennent beaucoup à la région, hein. Voilà. Oui, oui. Nous, on va à la région, on travaille avec les politiques locaux, mais si le ministère décide que l'abattoir ferme, on ne peut plus rien faire. C'est quand même la question des normes qui est posée. Ça va tout à fait dans ce sens, quand sur le terrain, parce qu'il faudrait refaire descendre les informations sur le terrain, parce que sur le terrain, quand la réponse est oui, mais sur le territoire, il y a déjà des abattoirs qui sont en place, on a concentré, on a fait des gros abattoirs, et aujourd'hui, on a fait pour 5000 tonnes, il n'y a que 3000 tonnes de viande qui vient, donc on ne va quand même pas redensifier le maillage en abattoir. Donc c'est aussi ça qu'on a sur le terrain, donc il y a c'est pas toujours évident. Rappelez qui vous êtes. Anne Lautoré, alors je vais vous faire pas lire, madame, Bio Bourgogne Association, avec une marque qui s'appelle Bio Bourgogne, donc qui parle un peu plus que... Voilà. Oui, oui, je sais. Alors le souci quand même, c'est que sur le terrain, on a une belle marque. Les producteurs, eux, Bio Bourgogne, donc c'est des producteurs qui sont en bio, ont pas trop de soucis pour vendre sur les circuits courts. C'est parfois plus compliqué de les convaincre pour aller sur la restauration collective, c'est plus compliqué. Par contre, et eux, les mobiliser sur une marque, c'est pas toujours évident, parce qu'ils disent, bah nous c'est bon, on vend, qu'est-ce qu'on va en plus ? Alors c'est bien d'avoir une marque, après ça a un coût, ça se gère, donc après il faut avoir les moyens. Quand on est la marque Parc sur une région, une partie du territoire bourguignon avec 40 salariés, voilà, c'est pas forcément la même chose qu'un bout de salariés sur une marque régionale. Voilà. Sur les étiquettes, rapidement sur les étiquettes, ce qui ne facilite pas sur le terrain, donc Bio Bourgogne Association fait le lien entre des producteurs et des consommateurs. Dans l'association, il y a des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs et des associations producteurs ou de bio. Ce qui ne facilite pas, ce sont les étiquettes, justement. Dans les discours politiques, quand on met toujours le mot circuit court qu'on oppose au circuit long, c'est le même agriculteur qui est et sur les circuits courts et sur les circuits longs. Quand en plus, le court, voilà, la proximité, tout ça, quand on dit circuit court égale bon pour l'environnement, ça ne facilite pas après la communication face aux consommateurs qui nous ressortent des questions paniers, qui ressortent aussi des études qui disent bah non, les circuits courts, ça consomme, c'est pas bon pour les gaz à effet de serre. Ou même sur les AMAP, ou les intermédiaires, c'est pas bien. Les circuits, le lien direct producteur-consommateur, eh ben non, parce qu'on l'a dit, il y a des producteurs qui n'ont pas le temps de s'organiser et que c'est très bien qu'il y ait des gens qui organisent des paniers et qu'on mette en avant tout le temps les paniers AMAP. C'est assez contre-productif sur le terrain, on rame pour expliquer aux consommateurs que c'est plus complexe et que par rapport au guide et par rapport aux démarches que vous allez retranscrire dans votre guide, évidemment, il n'y a pas une solution ou quelques solutions, et de mettre justement l'importance sur les processus, sur comment ça se met en place, le temps que ça prend, les rencontres, vous en avez tous parlé, le fait de mettre les gens ensemble, faire un point de vente collectif.
Mais c'est compliqué, déjà. Quelqu'un vendre tout seul, c'est compliqué. Donc faire 5-6 producteurs sur un GAEC ou sur un point de vente collectif qui travaillent ensemble, il faut qu'ils se fassent confiance, il faut qu'ils se connaissent. Et donc il faut des espaces de rencontre, des espaces de réunion. Le processus, le comment on fait, parce que les yaka faucons entre il y a ceux qui savent et ceux qui font, ça a quand même été dit. Juste pour finir. Oui, non, justement, il faut qu'on finisse. Sur les processus. Non, excusez-moi. Il y a d'autres questions et il me semble que vous dites très bien. Vous revenez sur plein de points qui ont été dits par les intervenants. Et c'est pas plus mal, c'est très bien de l'avoir fait. Et je vous propose de nous en tenir là, sauf s'il y a vraiment une demande de réaction. Sur la question du financement de ces processus, c'est très difficile. Uniquement ce point, et après on prend la question. C'est très difficile en fait de faire valoir ça au niveau des projets quand on demande. C'est-à-dire quand on a des résultats concrets, on veut bien financer. Après, financer ces processus de concertation, de dialogue, et ça c'est beaucoup plus difficile. Et je peux le comprendre au niveau des bailleurs de fonds, c'est moins visible. Voilà. Donc c'est la question de comment on évalue ces processus si on les prend en compte dans les financements. D'accord. Mais il me semble que ce point-là a été évoqué par Blaise et France en rappelant justement le montant du budget alloué à leur recherche-action qui intègre justement ce temps des réunions autour d'une table. Madame, levez-vous s'il vous plaît et présentez-vous. Donc moi je suis Anaïs Brunet, je suis chargée du développement agricole et du développement des circuits courts sur le territoire Scarpesco. J'évite en général parce que j'ai beaucoup de voix, alors si je crie trop fort. Donc moi j'avais une grosse question que j'ai depuis le départ et c'est un peu l'occasion pour moi de la poser ici à un collectif de personnes qui ont des avis très différents et surtout des angles d'attaque très différents. Avant, je voulais juste faire une petite intervention en référence à ce que vous venez de dire, puisque je fais une conférence dans 2 jours sur les économies d'énergie et les circuits courts. C'est une question qui m'a posé des problèmes, puisqu'effectivement, on n'a pas une efficacité logistique qui nous permet, contrairement à ce qu'on peut croire, de nous vanter de réduire les déplacements, puisque ramener au kilo d'aliments transportés, on n'est pas forcément efficace. Par contre, ramener au kilo d'aliments consommés par quelqu'un, on est extrêmement efficace, puisqu'on est très loin des 50% de gaspillage connus en circuit long. Vous faites bien de rappeler, effectivement, c'était le point, peut-être la valeur ajoutée, si je puis dire, de votre intervention. Alors sinon, donc, ma question, c'était surtout, en fait, je suis contente de pouvoir la poser, parce que je trouve qu'elle fait écho à beaucoup des choses que vous avez rappelées. Donc Mme Brûlé nous dit que la définition utilisée est très restrictive sur 0 ou 1 intermédiaire. Je voudrais juste vous rassurer, elle est beaucoup moins restrictive que celle que j'ai souvent vue appliquée, qui était 0 intermédiaire. Et c'est bien ma peine, en fait, puisque à côté, quand je vois les réflexions des autres personnes, je trouve qu'on ne s'est pas beaucoup posé la question du 1 intermédiaire. On a donc, excusez-moi, madame du conseil régional du centre, je suis désolée, je vois très mal votre nom d'ici. Oh, c'est pas grave. Madame Mialot. Qui parlait de l'anarchie et du problème de ces 2 métiers, puisqu'il faut être honnête, ce sont 2 métiers, commercialiser et produire. On a des structures qui existent pour faire, disons, un juste milieu entre le 0 intermédiaire et le circuit long. Et là-dessus, moi, dès le début, quand M. Raoul a précisé que notre idéal, c'était le 0 circuit court, j'ai envie de vous demander, notre idéal, c'est pas... 0 intermédiaire. Le 0 intermédiaire, pardon. Parce que le 0 intermédiaire, ça peut être un objectif opérationnel, mais ça ne doit pas nous faire oublier les enjeux qu'on a derrière. Les enjeux qu'on a derrière, on en parle, c'est une proximité géographique, c'est une proximité sociale, une meilleure connaissance entre l'agriculteur, retisser un lien avec le consommateur, c'est une proximité, on va dire, en distorsionnant un petit peu le mot, une proximité en termes de saison, c'est-à-dire une meilleure connaissance de son produit, savoir qu'il a une saisonnalité. Est-ce que c'est tous ces enjeux de proximité, est-ce que vraiment c'est l'objectif 0 intermédiaire qui peut y répondre? Moi, je pense que si on a une ambition plus forte pour les circuits courts, pour pas que ça reste quelque chose d'anecdotique, justement, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'ouvrir un peu nos horizons et arrêter de se cloisonner au producteur qui fait tout et qui ne tiendra pas très longtemps? Très bien. Donc ça rejoint l'interrogation de madame qui veut réagir. Très belle réflexion. Mais voilà, je vois une main se lever. Ça sera la dernière question. Mais auparavant, on écoute nos intervenants. Gilles Maréchal. Oui, sur les 2 dernières interventions, je crois que cette approche est un peu restrictive, comme quand Madame opposait en fait des pratiques d'AMAP avec des pratiques de groupes organisés d'agriculteurs, ou votre remarque sur 0 ou 1 intermédiaire, mais le même agriculteur, le même exploitant va utiliser à la fois des circuits où il vendra directement, 0 intermédiaire, et d'autres où il a un intermédiaire. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est la pratique
quotidienne des gens, qui en moyenne sur une exploitation utilisent, selon des données convergentes entre la Bretagne et puis le sud, la région de Montpellier, utilisent 3 ou 4 circuits différents. C'est-à-dire qu'une même personne ne va pas se lever en se disant « je veux avoir 0 intermédiaire » ou « je veux avoir un intermédiaire ». Non, tout simplement dans sa pratique quotidienne, elle utilise des modes de commercialisation directs, sans intermédiaire, et d'autres avec intermédiaire. Donc, à mon avis, la question ne se pose pas. Paul Raoult, vous dissipez... Excusez-moi, non. Je ne parle pas des exploitants, mais vous voyez un programme comme celui-ci pendant lequel on a travaillé pendant 3 ans avec des initiatives qui, je ne veux surtout pas dire le contraire, sont extrêmement intéressantes, a très peu abordé la question du un-circuit. Alors, donc ce n'est pas moi qui l'exclus, au contraire, je veux bien qu'on travaille sur tout à la fois, et c'est l'intérêt, mais ce ne sont pas les agriculteurs qui l'excluent, c'est dans le programme de travail qu'on a tendance à être restrictif. Bon. On va reprendre ça dans les ateliers, j'ai l'impression. Paul Raoult, est-ce que il y a un malentendu à dissiper? Non? Non, mais moi, je vais répondre comme M. Maréchal a dit tout à l'heure. On ne va pas faire rentrer la réalité humaine dans des cadres stricts. Je voudrais dire quand même, par rapport aux questions précédentes, c'est vrai qu'on peut tuer le circuit court avec des normes ou françaises ou européennes, et en particulier sanitaires, qui sont irréalisables pour le petit producteur. Je vais prendre le cas très simple que je vis, c'est l'histoire du fromage au lait cru et du maroilles, puisque c'est mon coin. À force de réglementations diverses et variées, on va finir par vous dire que le petit producteur, il ne peut pas exister parce qu'on lui impose des normes que seule la coopérative d'à côté qui produit des centaines et des centaines de milliers de laits et autres peut vraiment mettre en œuvre. Donc je vous mets en garde par rapport à cette volonté de toujours en rajouter sur ces normes. Et ça me paraît un bon. Sur les abattoirs, c'est clair que là, nous on vient de vivre la fermeture de l'abattoir d'Hazebrouck. Donc c'est le dernier en date. Si on est arrivé à faire quand même de la viande en circuit court, c'est parce qu'on est arrivé à contractualiser avec un abattoir privé l'abattage des bêtes livrées par l'éleveur et qui récupère ensuite la viande qu'il va ensuite commercialiser. Mais je ne sais pas si la procédure elle est applicable partout, parce que ça suppose la bonne volonté en fait du directeur de l'abattoir privé, avec la certitude qu'il récupère effectivement la viande de sa bête. Et là, voilà. Madame, à vous le privilège de poser la dernière question. Mylène Morel, Parc du Luberon. J'ai également une ferme où on travaille en circuit court, charcuterie et anneaux d'herbe. Donc moi je voulais simplement dire que ces types d'agriculture, là aussi évitons de les normer. Je pense qu'il y a des gens, c'est une question de dimension et d'organisation qui se trouve très bien à faire à la fois la production jusqu'à la vente. C'est une cohérence d'action et ils en sont fiers. Il y a tous les modèles qui sont possibles. Mais je voulais aborder 2 points. D'une part, la nécessité de s'ouvrir, parce que ces formes, on l'a dit aussi, ces formes de vente, qui sont aussi des modes de vie, ce sont des nouvelles formes un peu sociétales et de participation citoyenne. Et on voit sur les territoires vraiment des mobilisations des citoyens locaux, d'implication au niveau de leur territoire. Et ça, à la fois à travers les gouvernances, à la fois à travers les modes de financement, il faudrait arriver à pouvoir les encourager. Éviter effectivement peut-être l'anarchie, mais prendre en compte ce nouveau facteur de promotion. Et puis après, je voulais aussi aborder ce que nous vivons dans nos territoires, c'est-à-dire le départ massif d'agriculteurs. Sur le territoire du Luberon, 2000 agriculteurs, il y en a 1000 qui ont quasiment 60 ans, qui vont partir dans les 3 ans. Ça va faire 1 sur 2.
et ça va faire 25% de terres qui vont se libérer. Et donc, c'est vraiment une opportunité aussi de réfléchir sur cette relocalisation de l'alimentation et sur nos territoires. Et là-dessus, peut-être aussi que les parcs peuvent être des territoires d'expérimentation. Merci aux Luberon qui, en quelque sorte, synthétise pas mal de choses qui ont été dites, avec en plus un petit léger accent très sympathique. Alors, je me garderai pour ma part de conclure, parce qu'on va continuer à travailler à travers des ateliers. Je voulais juste vous faire part de mon ressenti après vous avoir entendu, comme d'ailleurs le public. D'abord, vous remercier, parce que ce n'est pas un exercice évident de confronter son point de vue, ses expériences, avec des personnes qui interviennent à d'autres échelles. Et je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Alors, même si ça met en évidence, et j'arrêterai là, un apparent paradoxe, parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a comme un paradoxe à vouloir parler de circuits courts en mobilisant autant d'acteurs au prétexte qu'il faudrait les accompagner, aider à lever des obstacles. Mais on a bien compris, et j'arrête là, et je crois que l'intervention de Madame l'illustre bien, on a bien compris qu'au-delà de l'invention d'un nouveau rapport, de nouvelles perspectives pour les agriculteurs, les circuits courts, c'est ce que vous nous avez donné à comprendre, sont des prétextes pour aborder autrement les politiques publiques, les actions locales, dans différents champs, la production, le commerce, la ville, le rapport à la ville, le cadre de vie, etc. Rien que pour ça, merci à tous les 5 et merci à vous pour vos contributions.